Si vous vous intéressez au domaine crypto depuis un certain temps, vous avez forcément à un moment donné été confronté au terme d'attaque civile. Et même si c'est un terme qui est assez démocratisé, qui s'utilise beaucoup dans le secteur crypto, mais qui existe aussi bien évidemment à côté, je trouve qu'il est assez compliqué et assez difficile à appréhender, surtout quand on est débutant. Donc d'où l'intérêt quand même de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter en fait ce concept d'attaque civile pour que vous puissiez comprendre déjà ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne, les problématiques que ça peut engendrer et éventuellement les solutions qui existent aujourd'hui pour pouvoir vous protéger de ces attaques-là dans le secteur crypto. Donc une attaque civile, c'est une sorte de menace de sécurité sur un système en ligne où une personne va tenter de prendre le contrôle du réseau en créant plusieurs faux comptes, nœuds ou ordinateurs. Donc ça, c'est la définition de base, mais quand on parle dans le secteur crypto, bien évidemment, on va s'attaquer plutôt aux nœuds sur un réseau blockchain en particulier. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on parle d'attaque civile, ça peut être aussi simple, par exemple, qu'une seule personne qui va créer plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux. On voit ça généralement sur Twitter, sur Instagram ou ce que vous voulez. Des fois, il y a plein de faux comptes qui vont venir vous envoyer des messages, qui vont vous envoyer comme ça dans des scams pour peut-être vous faire passer un message en particulier, qui sont souvent des arnaques. Mais c'est ça en fait une attaque civile. C'est-à-dire que derrière, on peut avoir des plein de faux comptes, mais qui va être détenu par une seule et unique personne. Mais ça, c'est plutôt du coup dans le Web 2, dans ce qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir que l'attaque civile, ça existe aussi bien évidemment dans le secteur crypto. Et donc c'est par exemple quelqu'un, une personne ou une entité qui va décider d'exécuter plusieurs nœuds sur un réseau blockchain. Et plusieurs nœuds, on va dire, malveillants et pernicieux. Donc dans ce cas-là, les attaquants, ils peuvent être en mesure finalement de contrecarrer les nœuds honnêtes du réseau s'ils créent suffisamment de fausses identités, ou qu'on appelle aussi des identités civiles. Ils peuvent alors refuser de recevoir ou de transmettre des blocs, bloquer certaines transactions ou bloquer peut-être les interactions entre différents utilisateurs les uns avec les autres sur un réseau blockchain en particulier. À très grande échelle, avec une attaque civile, les attaquants peuvent parvenir des fois à contrôler la majorité de la puissance du calcul d'un réseau ou du taux de hachage en fonction du mécanisme de consensus, et ils peuvent même quelquefois être amenés à pouvoir perpétrer une attaque 51%. Si vous ne savez pas trop ce que c'est une attaque 51%, j'avais déjà fait certaines vidéos qui exposaient quand même globalement ce concept-là sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil sur notre playlist, notamment débutant, et vous aurez une vision objective justement de tout ça. Et si jamais on se retrouve dans une attaque 51%, avec une attaque civile, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, eh ben, on peut avoir quand même des grosses problématiques, comme par exemple modifier l'ordre des transactions, empêcher la confirmation de certaines transactions, annuler certaines transactions, effectuer une double dépense, etc. etc. Tout ce qu'on essaye en fait d'éviter dans le secteur crypto. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on parle d'attaque civile, on va avoir des attaques dites directes et des attaques indirectes. Donc pour les attaques directes, ça va se produire finalement lorsqu'on va avoir un nœud qui va être malveillant, qui va interagir directement avec des nœuds qui vont être honnêtes dans le protocole. Ce type d'attaque est particulièrement efficace car les nœuds authentiques sont incapables de détecter que les faux nœuds ne sont finalement pas légitimes, et donc par conséquent, l'attaquant il peut manipuler les véritables nœuds pour qu'il puisse prendre des mesures nécessaires et qui vont correspondre vraiment à ses intérêts personnels. Et pour que vous puissiez vraiment comprendre tout ça, je vais essayer de vous donner un exemple concret. Admettons que vous soyez en colonie de vacances et que dans cette colonie de vacances, bien évidemment, il y a des règles à respecter, qu'on va appeler les règles de consensus pour l'aspect crypto, mais il va y avoir des règles du coup à respecter. Et à la base, cette colonie, elle a été ouverte à 5 personnes. Donc vous êtes rentrés dans cette colonie, et puis les 5 personnes qui étaient dedans, c'était des personnes authentiques, c'est même devenu vos amis, c'est des gens qui sont bienveillants, qui font attention à vous, etc., et qui ont vraiment l'intérêt commun pour le fonctionnement normal en fait de cette colonie. Vous allez vous répartir les tâches, il y en a qui vont faire à bouffer, il y en a qui vont faire la vaisselle, il y en a qui vont nettoyer les sanitaires, peu importe, il y aura un fonctionnement normal de la colonie. Et puis à un moment donné, la colonie va dire, bah tiens, nous on a envie de gagner un peu plus d'argent, 5 c'est pas beaucoup, on va l'ouvrir, et donc on va l'ouvrir à 50 personnes. Et là, les autres personnes qui viennent, donc les 45 autres personnes qui vont rejoindre la colonie, on peut avoir des personnes bienveillantes, mais on peut aussi avoir des personnes malveillantes, des gens qui vont arriver, qui vont dire, bah voilà, même s'il y a des règles dans la colonie, moi je vais pas forcément décider de les respecter, ou alors moi on va me dire de faire un truc, je vais pas forcément le faire, ou je vais faire semblant d'être ton ami, et puis au final, je vais tout faire pour tirer la couverture de mon côté, ou je vais peut-être essayer d'influencer certains de vos amis, donc parmi les 5 personnes qui faisaient partie de la colonie au départ, je vais essayer de les influencer pour tirer encore une fois la couverture de mon côté, et puis récupérer tout ce qui se passe à l'intérieur de cette colonie pour assouvir mes intérêts personnels. Et en fait, c'est un peu la même chose qu'on peut retrouver dans la crypto. C'est-à-dire que si vous avez un protocole
qui a par exemple, je sais pas, 100 nœuds différents qui sont des nœuds honnêtes, des nœuds authentiques, si à un moment donné on a une personne, un individu ou une entité qui décide de créer 1000 nœuds qui ne sont pas authentiques et qui pourraient être en fait des nœuds malveillants, il pourrait faire en sorte de modifier la perception du protocole auprès des autres nœuds qui seraient honnêtes et de dire bah voilà, il y a une décision à prendre sur un écosystème, vous aviez peut-être décidé de voter pour cette décision-là, et puis si les 1000 autres nœuds disent bah non, nous on veut voter contre parce qu'il y aurait des intérêts personnels spécifiques, bah vous dites punaise, moi je pensais voter pour parce que je pensais que c'était une bonne décision, au final il y a 1000 personnes qui décident de voter contre, bah peut-être que je me trompe et peut-être qu'au final ça va changer votre vote et vous allez voter contre alors qu'à la base vous aviez envie de voter pour, vous voyez. Donc c'est un peu le même système démocratique qu'on essaye de transposer dans la crypto, mais à partir du moment où on crée en fait des nœuds qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas des nœuds honnêtes et qui pourraient être des nœuds malveillants, ça pourrait influencer globalement le fonctionnement des nœuds honnêtes dans leur prise de décision et pour le fonctionnement global d'un protocole. Ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure dans le côté de la colonie, c'est-à-dire que si on a des règles globales dans la colonie qui sont bah voilà, chacun doit partir au sanitaire pour le nettoyer, chacun doit être capable de faire la plonge, chacun doit être capable de s'entraider, etc. etc. Si la majorité à un moment donné disent bah non, nous on décide de pas le faire, ou ça on pense que c'est pas normal, etc., bah peut-être que ça peut changer globalement le fonctionnement général de la colonie de vacances, voilà, pour reprendre l'exemple que j'ai donné un petit peu plus tôt. Donc on va avoir les attaques directes et puis on va avoir aussi les attaques indirectes. Donc les attaques directes, c'est on va avoir des nœuds malveillants qui vont aller directement interagir avec les nœuds honnêtes pour aller faire prendre certaines décisions spécifiques, et de l'autre côté on va avoir les attaques indirectes qui vont se produire lorsqu'on va avoir des faux nœuds qui vont rentrer en contact avec un ou plusieurs nœuds connectés eux-mêmes aux nœuds authentiques. C'est-à-dire que là, les pirates, ils vont pas utiliser leurs nœuds malveillants pour aller interagir directement avec les nœuds honnêtes, ils vont utiliser des nœuds intermédiaires, donc ils vont interagir avec des nœuds intermédiaires qu'on va appeler aussi des proxys, pour lancer une attaque indirecte auprès des nœuds authentiques. Et ça peut poser bien évidemment tout un tas de problèmes dans le secteur crypto. Donc finalement, cette attaque Sybil, maintenant que vous avez compris ce que c'est, comment ça marche, etc., comment on fait finalement pour pouvoir se protéger, et qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans le secteur crypto pour éviter ce genre d'attaque. Donc déjà, ça va être d'utiliser le bon algorithme de consensus qui ne va pas rendre les attaques Sybil impossibles, mais plus difficiles à s'opérer en fait dans un secteur crypto particulier. Donc par exemple, tout ce qui est proof of work ou preuve de travail, proof of stake ou preuve d'enjeu, ou le delegated proof of stake ou la preuve d'enjeu déléguée, c'est des mécanismes de consensus qui se sont révélés être très efficaces pour lutter en fait contre les attaques Sybil. Les nouveaux mécanismes de consensus que vous voyez aujourd'hui, souvent ça va être des dérivés du proof of stake, très peu du proof of work, mais souvent ça va être des dérivés du proof of stake, et il faut faire attention à des nouveaux algorithmes de consensus parce que souvent ils n'ont pas été aussi testés que ceux que je vous ai évoqués un petit peu plus tôt, donc on ne connaît pas trop pour la majorité d'entre eux leur véritable potentiel ou leur véritable aptitude à pouvoir se prévenir des attaques Sybil principalement dans le secteur crypto. Aujourd'hui, ce qui fait que ces algorithmes de consensus rendent les attaques Sybil beaucoup plus difficiles, notamment avec le proof of work et le proof of stake, c'est parce qu'il y a une vraie incitation économique derrière. C'est-à-dire que par exemple pour le cas du Bitcoin, pour l'activité de minage ou le proof of work, aujourd'hui on a une activité qui est très très grande, et aujourd'hui les mineurs ils sont beaucoup plus incités à continuer d'exploiter honnêtement le protocole pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir être profitable en fait, que d'utiliser une attaque Sybil ou d'autres moyens détournés pour pouvoir essayer de gagner de l'argent, parce que souvent ça va se révéler être une perte sèche, une perte économique de leur côté. Et c'est exactement la même chose avec l'Ether, qui fonctionne aujourd'hui maintenant plutôt avec le proof of stake. C'est-à-dire que pour avoir un nœud, il va vous falloir 32 Ethers, donc il y a une vraie incitation économique, vous devez déposer en collatéral des Ethers pour que le réseau de facto puisse vous faire confiance pour être validateur, et si vous ne faites pas les bonnes choses, si vous ne validez pas les bonnes transactions, si vous êtes offline alors que vous devriez être en ligne, etc., il va y avoir un mécanisme de ce qu'on appelle le slashing, donc vous allez être slashé directement sur ce que vous avez mis sur séquestre et en collatéral pour vous punir d'une certaine manière de ne pas avoir suivi les règles de base et les règles de consensus et éviter que tout le monde puisse faire tout et n'importe quoi. Et en fait, à partir du moment où vous êtes un nœud, vous avez eu une incitation économique, vous aviez dû
début, vous deviez vous procurer des Ethers, donc vous avez acheté des Ethers sur le marché et ça a une valeur économique. Et donc si vous ne faites pas les choses correctement, on va vous pénaliser en vous enlevant des Ethers que vous aviez en fait dans votre validateur. Donc il y a une vraie punition comme ça économique, alors que si vous faites les choses correctement, vous pouvez être rémunéré avec les frais de transaction et avec un travail habituel et normal de validateur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former, n'hésitez pas à rejoindre notre programme de formation offert simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. C'est un programme de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre et pour ça, vous avez simplement à cliquer dans le lien que je vous aurai mis juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous allez devoir rentrer votre adresse mail et un mot de passe et vous pourrez directement vous connecter à votre espace membre. J'en profite également aussi pour vous dire avant de vous quitter que j'ai lancé dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.